Je vous conseille, là, à partir de maintenant, de mettre des écouteurs. Et je vais vous faire le thread avec cette voix. Je fais un petit test. L'histoire s'appelle La silhouette à la fenêtre. Avez-vous déjà essayé de demander autour de vous si certains de vos proches auraient déjà vécu des expériences étranges ou effrayantes? Moi, je l'ai fait. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous raconter un véritable témoignage, celui de ma tante. Ce récit est véridique, ou du moins, c'est ainsi qu'elle me l'a transmis. Il s'agit de l'expérience terrifiante qu'elle a vécue lorsqu'elle était jeune. Partie 1. Une histoire de famille. La protagoniste, que nous appellerons Maria, est issue d'une famille nombreuse. Ses parents, des immigrés portugais, avaient quitté leur pays pour chercher une vie meilleure. Maria, l'aînée, n'a pas attendu longtemps avant de prendre ses responsabilités. À seulement 16 ans, elle décida de quitter l'école pour travailler et aider sa famille financièrement. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix pour les jeunes filles sans diplôme. Maria trouva rapidement un emploi en tant que femme de ménage, comme par hasard. C'était un travail dur, mais elle était déterminée à contribuer à la vie de sa famille. Étant la plus âgée, elle avait l'habitude d'aider ses parents et de s'occuper de ses frères et sœurs, ce qui l'avait rendue particulièrement mature pour son âge. Un jour, elle fut contactée par une femme âgée qui habitait un petit manoir à la périphérie de la ville. La description semblait parfaite. Une maison ancienne, mais bien entretenue. Et surtout, un travail régulier et payé correctement. Maria n'hésita pas et accepta immédiatement. Partie 2. Le manoir. Le jour de son premier travail, Maria se rendit à l'adresse indiquée. En arrivant, elle découvrit que la maison était plus impressionnante qu'elle ne l'avait imaginé. C'était un petit manoir, avec une façade en pierre grise recouverte de lierre. L'endroit, bien que beau, dégageait une atmosphère étrange. Le portail grinça en s'ouvrant et elle entra sur le chemin de gravier qui menait à la porte d'entrée. Alors qu'elle avançait, quelque chose attira son regard. À l'une des fenêtres du premier étage, elle aperçut une silhouette. Cela devait être la propriétaire qui l'attendait, pensa-t-elle. Une femme, immobile, semblait l'observer. Mais au moment où Maria s'approcha de la porte, celle-ci s'ouvrit. Une femme d'un certain âge, élégante et souriante, se tenait sur le seuil. « Vous devez être Maria ?» dit-elle avec un ton chaleureux. On l'a joué RP quand même. « Je suis Madame Silva. Bienvenue. » Maria lui répondit poliment et s'apprêta à lui parler de la silhouette qu'elle avait vue à la fenêtre. Mais en se retournant, la silhouette avait disparu. Un frisson léger parcourut son dos. Elle se rappela alors que la maison était grande. Peut-être y avait-il d'autres habitants. « Je vous avoue à la fenêtre tout à l'heure. » Elle est portugaise. RP, on a dit. « Je vous avoue à la fenêtre tout à l'heure. » dit Maria en essayant de rester détendue. Ou bien, est-ce quelqu'un d'autre qui habite ici avec vous? Fordes. Madame Silva lui répondit calmement, avec un sourire qui se voulait rassurant. Oh non, je vis seule ici, depuis des années. Cette réponse troubla Maria, mais elle tenta de ne pas y penser. Peut-être s'était-elle tout simplement trompée. Partie 3. Un silence qui résonne. Madame Silva lui fit faire le tour du propriétaire. La maison était immense, avec des meubles anciens, des tapisseries aux motifs fanés et des photos en noir et blanc sur les murs. Les images montraient des familles
d'un autre temps. Le regard fixe donnant à Maria une impression d'intrusion, comme si elle pénétrait dans une époque qui ne lui appartenait pas. Malgré l'ambiance un peu pesante, Madame Silva était accueillante et gentille. Elle lui expliqua rapidement ce qu'elle devait faire avant de partir faire des courses. Maria se retrouva seule dans le manoir et commença à nettoyer méthodiquement les pièces. Tout semblait aller pour le mieux, mais après quelques heures, alors qu'elle passait l'aspirateur dans le salon, elle entendit un léger craquement venant du plafond. Comme si quelqu'un marchait à l'étage. Elle s'arrêta un instant, mais se rappela que les vieilles maisons font souvent ce genre de bruit. Ce devait être le bois qui craquait, se dit-elle, pour se rassurer. Elle poursuivit son travail, mais à chaque craquement, son cœur s'accélérait un peu plus. Partie 4. Les pas à l'étage. Après avoir nettoyé le rez-de-chaussée, Maria se dirigea vers l'étage pour continuer. Alors qu'elle montait les marches, elle entendit à nouveau des bruits de pas venant du couloir. Cette fois, les bruits étaient plus nets, plus réguliers, comme si quelqu'un marchait lentement d'une pièce à l'autre. Il doit y avoir quelqu'un, pensa-t-elle, essayant de rationaliser. Peut-être Madame Silva était-elle rentrée plus tôt sans qu'elle s'en aperçoive. Maria appela. Y a quelqu'un? Mais aucune réponse ne lui parvint. En arrivant à l'étage, elle fit le tour des pièces. Rien. Le silence était total. Elle s'efforça de ne pas céder à la panique. Après tout, c'était peut-être le bois qui craquait. Encore une fois. Cependant, alors qu'elle se remettait à nettoyer, le téléphone de la maison sonna brusquement, brisant le silence. Maria se précipita pour répondre, pensant que Madame Silva voulait vérifier que tout allait bien. Allô? Mais personne ne répondit. Elle n'entendait que un souffle lourd. Presque imperceptible. Son cœur s'emballa. Après quelques secondes d'attente, elle raccrocha rapidement. Peut-être un mauvais numéro, tenta-t-elle de se convaincre. Partie 5. Le dernier avertissement. Bien que terrifiée, Maria décida de poursuivre son travail. Elle se répétait qu'elle se faisait sûrement des idées, les bruits, le téléphone. Tout cela pouvait s'expliquer rationnellement. Mais alors qu'elle terminait de passer la serpillière, le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, elle hésita avant de décrocher. Une sensation de malaise grandissait en elle. Allô? Dit-elle d'une voix tremblante. Un silence. Puis, une voix rauque et grave résonna de le combiner, chaque mot pesant lourdement sur elle. Pars tout de suite. Maria sentit une vague de froid envahir tout son corps. Son souffle devint court, sans réfléchir. Elle lâcha le téléphone, attrapa son sac et courut vers la porte d'entrée. Le manoir, autrefois si paisible, lui semblait maintenant hostile. Alors qu'elle franchissait la porte, elle jeta un dernier coup d'œil à l'étage. La silhouette était de retour. À la même fenêtre, immobile, la regardant fuir. Maria s'enfuit en courant, ne s'arrêtant qu'une fois arrivée chez elle. Elle ne raconta à personne ce qui s'était passé ce jour-là, pas même à sa famille portugaise. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne
retournera jamais, ne retournera jamais dans ce manoir. Conclusion, cette histoire, Maria a encore du mal à en parler aujourd'hui et la confia à très peu de personnes. Elle n'explique pas ce qui s'est passé ce jour-là. Était-ce le fruit de son imagination, amplifié par l'ambiance pesante du manoir, ou y avait-il réellement une présence dans cette maison? Quoi qu'il en soit, Maria n'a jamais remis les pieds dans cette maison. Et à ce jour, elle affirme encore que ce qu'elle a vu n'était pas de son imagination. À bientôt, si vous osez revenir. Mais mec, elle est folle l'histoire. Mais il y a moyen, c'était Miguel en fait. Attendez. Non mais... Oh, ça fait du bien quand même. Oh. Je vous jure que même en lisant... Mais c'était dingue. Thomas. Ah, il y a Thomas les gars. Kiné. Diagnostic gratuit encore aujourd'hui. Profitez, il a des codes promo. Mettez Dylan Soigne gratuitement. Si vous voulez retrouver les histoires, parce que c'est pas de moi, c'est de chroniqueétrange.fr. J'ai envie d'en refaire une autre. Dédicace à Maria. On a un témoignage d'ailleurs de Maria. Témoignage de Maria. Alors oui, c'est vrai que cette histoire, c'était vraiment compliqué. Oh là là, rien que d'y passer, j'ai la chair de poule carré. On peut se remettre une autre histoire, ça peut être marrant. Je vous fais un peu d'ASMR. Hey, pendant que j'essaye de trouver autre histoire. Ceux qui ont la ref. Guettez juste l'image. Laissez-nous entrer. Nous sommes les petits enfants qui vont te posséder la nuit. Ah, c'est n'importe quoi. Il y en a pas une où il y a une meuf qui passe l'aspirateur? C'est une blague ou... C'est une blague, c'est très marrant. Moi franchement celle au tout début là, la grosse dame. Ce que l'on appelle la grosse dame dispose d'un soi-disant don peu superstitieux. Hervé va s'y confronter. La grosse dame. C'est vraiment des enculés quand même. Je pense que les enfants ça peut être pas mal. En plus il y a des... Oh, il y a des images. Comme pour les enfants. Incroyable. Le début. Alors attendez. Le début, ce serait d'horreur, est basé sur un véritable témoignage. Plus d'informations à la fin de l'histoire. Je vais me chier dessus en fait. Et vous, je n'y crois pas, Saint Thomas? Amen. Chronique étrange. Laisse-nous entrer. Ce serait d'horreur est basé sur un véritable témoignage. Partie 1. La rencontre. Il était un peu plus de 22h quand je suis sorti du cinéma. On a la POV du mec en fait. La pluie tombait. On continue. Une bruine fine qui recouvrait les lampadaires d'un halo jaune. Le parking était presque désert. Seulement quelques voitures encore allumées, attendant leur propriétaire. J'étais épuisé, vidé par ma journée. Le film d'Halloween que je venais de voir m'avait au moins permis de souffler un peu. J'ai posé mon gobelet de soda à moitié vide dans le vide-poche, enclenché le contact et laissé le moteur tourner doucement. Un moment de répit. J'aimais bien ça, ces quelques minutes dans ma voiture avant de rentrer. La sensation d'être dans une bulle, isolée du monde extérieur. J'écoutais la pluie marteler le pare-brise quand j'ai aperçu deux silhouettes au loin. Des enfants, un garçon et une fille, 10, peut-être 12 ans. Ils s'avançaient d'un pas régulier sur le bitume humide. Leurs baskets éclaboussaient les flaques. Sans un mot. Au début, je n'ai rien trouvé d'étrange à leur présence. Des enfants qui attendent leurs parents. Ça arrive. Mais plus ils s'approchaient, plus quelque chose sonnait faux. Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle était trop lente, trop mécanique. Et puis il n'y avait plus personne d'autre autour. Pas d'adultes, pas de voiture qui semblait les attendre. Juste eux. Ils se sont arrêtés à quelques mètres de ma portière, puis sans prévenir. J'ai sursauté. J'ai baissé la vitre, mais pas entièrement, juste un petit peu. La fillette s'était approchée, son visage collé contre la vitre. Ses yeux baissés, comme si elle attendait quelque chose. D'une voix étrangement posée, elle a dit: Monsieur, on a besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez nous ramener chez nous?
S'il vous plaît. La tête de Wap, jamais de la vie, je lui mets une pain dans sa gueule à cheat. Elle est malade ou quoi? Sa voix était douce. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais un mauvais pressentiment. Malgré leur proximité, je ne voyais que très peu leur visage à cause du peu de lumière environnant. J'ai juste jeté un coup d'œil autour de moi. Le parking était vide. Absolument vide. Et puis... le garçon s'était approché à son tour. Son visage restait dans l'ombre du lampadaire. Et sa voix a suivi celle de la fillette. S'il vous plaît, laissez-nous rentrer dans votre véhicule, monsieur. Il faut qu'on rentre chez nous. Nos parents vont s'inquiéter. Vous m'avez l'air d'être un brave homme. Un frisson m'a traversé le jean. Quel enfant de cet âge parle comme ça? Personne. Ces phrases m'ont mise terriblement mal à l'aise. Un sentiment irrationnel me hurlait de ne surtout pas ouvrir la porte. Partie 2. Noir. Je fixais la fillette. Elle n'avait pas bougé d'un centimètre. Son front, appuyé contre la vitre, ses lèvres à peine entr'ouvertes. Elle attendait. Je m'étais dit que si je regardais de plus en plus près, j'arriverais à me rassurer en distinguant mieux son visage. J'allais voir, je ne sais pas, une expression normale. Alors, j'ai penché légèrement la tête, cherchant son regard. Et c'est là que j'ai vu ses yeux, noirs, entièrement noirs, pas de pupilles, pas de blanc, juste deux orbites luisantes qui reflétaient la lumière du lampadaire. Gaieté. Et pourtant, j'étais sûr qu'elle me fixait. Mon estomac s'est retourné. J'ai eu cette sensation primitive, animale, qu'on ressent quand un prédateur vous observe. Monsieur, Murmura-t-elle. vous devez nous laisser... Et entrer. Je me suis reculé d'instinct, les mains crispées sur le volant. Et quand j'ai tourné la tête vers le garçon, j'ai compris que ce n'était pas une illusion. Lui aussi, ses yeux étaient noirs, absolument noirs. Et il m'a souri. Un sourire figé, sans émotion. Puis, d'une voix calme, presque polie. Vous n'avez plus à avoir peur. Tout ira bien. Une fois que nous serons entrés. Partie 3. La fuite. C'était la phrase de trop. Je n'ai pas réfléchi. J'ai tourné la clé, appuyé sur l'embrayage et j'ai écrasé l'accélérateur. Le moteur a rugi. Les pneus ont crissé sur le bitume humide. La voiture a bondi en avant. Dans mon rétroviseur, les deux silhouettes restaient plantées au milieu du parking, immobiles. Leur visage levé vers moi. Et même dans la pluie, même dans l'obscurité la plus totale, je voyais leurs yeux noirs, comme deux trous béants. Je n'ai pas ralenti, j'ai filé droit, serrant le volant au point d'en avoir mal aux phalanges. Chaque feu rouge me paraissait durer une éternité. J'avais peur d'être suivi, comme si je pouvais les voir à tout moment dans mon rétroviseur, ou pire, sur la banquette arrière. D'ailleurs, je me suis retourné frénétiquement plusieurs fois, mais rien. Je me suis dit que tout ça n'était qu'un délire, un mauvais rêve, alimenté par la fatigue et ce film d'horreur sacrément flippant que je venais de voir. J'ai allumé la radio pour briser le silence et faire retomber la pression avec une musique ou un fond. Puis, la radio a grésillé, comme si elle changeait de fréquence, toute seule. Une voix enfantine a jailli des haut-parleurs, clair, distinct. Il te suffit de nous laisser entrer. C'est quoi ce délire? J'ai coupé la radio, le souffle fort, et je n'ai pas dit un mot.
jusqu'à ce que j'arrive enfin devant chez moi. Partie 4. Enfin chez moi. Je me suis dit que je serais en sécurité, que tout ça resterait dehors, sous la pluie. J'ai fermé la porte à double tour, posé mes clés sur la table. J'essayais de me convaincre que je m'étais laissé emporter, que ces gosses, que leurs yeux, c'était juste de la fatigue. Mon imagination, un mauvais délire. Je me suis posé sur le canapé après avoir bien vérifié que toutes les portes et fenêtres étaient fermées afin de faire des recherches sur ces étranges yeux noirs. Mais je n'ai pas eu le temps. Mon sang s'est glacé. Ça toquait. Je me suis levé d'un bond, approché un pas, hésitant. J'ai regardé par le Judas. Personne. Rien d'autre que la rue déserte. J'ai reculé, le souffle court. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu par la fenêtre du salon deux silhouettes debout dans la rue, immobile, sous la pluie. La fille tenait quelque chose dans sa main, une lueur verdâtre, vacillante, comme une petite bougie. Et ils se sont approchés lentement. J'ai sursauté. J'ai hurlé sans réfléchir. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Cassez-vous! Silence. Puis une voix. Celle du garçon, calme, parfaitement posé. J'ai cherché mon père. Il m'a laissé dans les bois. Laissez-nous entrer. Je veux le retrouver. Je suis resté figé, cloué sur place. Partie 5. Je ne pouvais plus bouger. Chaque fibre de mon corps me hurlait de fuir. Mais j'étais paralysé. Le bruit venait de la fenêtre, du salon cette fois. Une autre à la porte de la chambre. Un autre dans la cuisine. Puis un autre et encore un. Partout. Partout. Comme si toutes les parois de mon appartement se mettaient à résonner en même temps. Mon regard a glissé vers la fenêtre. Ils étaient là, juste derrière la vitre. Leur visage collé contre le verre. La flamme verdâtre brûlait plus fort, éclairant leurs yeux noirs, comme deux gouffres béants. J'ai plaqué ma main sur mes oreilles. « Arrêtez! Laissez-moi tranquille !» ai-je crié. La fillette répondit doucement, mais avec insistance. « Il te suffit de nous laisser entrer. » J'ai fermé les yeux. Fort, trop fort. Je ne voulais pas voir. « Allez, entrez, merde !» Puis un silence. J'ai entendu le clic du verrou. Puis la porte grincer. Des pas lourds se sont rapprochés. Puis une voix rauque, qui n'avait rien d'une voix d'enfant, m'a murmuré à l'oreille. Merci l'ami. Je vais faire comme chez moi maintenant. Noir. Tout est devenu noir. Conclusion. La légende urbaine des Black Eyed Children. L'histoire que vous venez de lire n'est pas née de nulle part. Elle s'inspire d'une légende urbaine, moderne, apparue pour la première fois à la fin des années 90 sur les forums américains. Le premier témoignage connu est celui de Brian Bettel, journaliste texan, en 1996. Il raconta avoir été abordé par deux enfants qui voulaient absolument monter dans sa voiture. Ce n'est qu'après plusieurs minutes qu'il réalisa que leurs yeux étés entièrement noirs, sans iris ni pupille. Un détail glaçant qui l'a poussé à prendre la fuite. Depuis, des dizaines de récits similaires sont apparus. Des enfants trop polis, parlant d'une voix monocorde, demandant toujours à entrer dans une maison ou dans une voiture et disparaissant mystérieusement lorsqu'on leur refuse ou pas. Alors,
simple rumeur, hallucination collective ou véritable entité qui rôde encore dans nos rues? À vous de décider. Fin de l'histoire, les mecs. Je me suis chié dessous. Je me suis chié dessus, les refs. Oh là 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 là. Vous êtes des vaillants. Alors, vous en pensez quoi? C'était fou, hein. C'était fou. Je suis choqué. Le moment où il était dans la voiture et que il a vu les yeux des enfants pour la première fois, le mec il dit quoi? Il dit des yeux noirs. Mais mec, fuis. Et puis ouais, du coup c'est voice mode. Attendez, je vous montre. Ouais, regardez. Après vous avez plein de voix et tout. Voilà, le téléphone de la première histoire, vous vous souvenez? Salut Steph, ouais c'était pour te dire que malheureusement tu pourras pas amener ton frisson à la soirée. Mais si tu veux, toi tu peux encore venir dernier idée. Ah mec, qu'est-ce que tu fous encore réveillé putain? Qu'est-ce que tu fous? Va dormir putain, espèce de merde. Demain, t'as l'école, t'as la fac, t'as des études, ou alors tu travailles. Putain, mais t'es qu'un sale feignant mec. Qu'est-ce qu'il veut faire les mecs? Salut mec, réveille-toi putain. T'es un boss, t'es pas un boss. Oui t'es un boss, alors vas-y réveille-toi. J'ai pas compris les vidéos avec un jeu à côté. Et en haut, il y a une vidéo de motivation. Ah oui! Mais mec, qu'est-ce que tu fous quand réveillé? Vas-y putain, va dormir. Allez, motive-toi. Tu crois tout. L'ex de ta meuf, il est comment lui? Eh ben lui gagne bien sa vie mon gars. Et toi t'es là, comme une grosse merde. C'est fini. Non. C'est fini. T'inquiète pas. Non. Chut, non. Je sais que tu as peur. Chut. Viens là. Viens là. Dans mes bras. Au revoir.